Donc alors aujourd'hui, on va passer à ce que j'appelle les arguments sceptiques. Jusque-là, c'était les arguments incompatibilistes. Et le terme scepticisme, dans la littérature sur le libre arbitre, c'est un terme qu'on croise souvent. Hein. Il y a ce qu'on appelle les free will skeptics, ceux qui sont sceptiques au sujet du free will. Et c'est pas une position sceptique en fait, c'est ça qu'il faut bien voir. C'est pas des gens qui disent le problème est trop compliqué, donc on pourra jamais savoir si on est libre ou pas, si le libre arbitre est compatible avec le déterminisme ou pas. En gros, tout ce qu'on appelle free will skeptics, ceux qu'on appelle les sceptiques au sujet du free will, c'est tous ceux qui pensent que on n'est pas libre, voilà, que nous ne sommes pas libres, que nous ne disposons pas de liberté, donc pas de responsabilité morale. Et une forme classique de scepticisme qu'on a croisée jusqu'ici, c'est celle qui consiste à combiner l'idée que le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme, plus l'idée que le déterminisme est vrai. C'est ce qu'on trouvait chez Per Boom, c'est le hard déterminisme. Mais en fait, il y a plein d'autres formes de scepticisme. Il y a plein d'autres raisons, donc on en verra d'autres par exemple la semaine prochaine, d'autres thèses qui consistent à dire qu'on ne peut pas être libre et moralement responsable, indépendamment de savoir si le déterminisme est vrai ou pas. Donc il y a un certain nombre de positions qui disent, voilà, vous êtes bien mignons à vous disputer sur le déterminisme ou pas le déterminisme, mais il se trouve que le déterminisme soit vrai ou faux, de toute façon, vous n'êtes pas libre. Donc vous pouvez continuer à discuter si, éventuellement, si en plus le déterminisme était vrai, est-ce qu'on serait encore moins libre ? Mais en fait, on n'a même pas besoin d'aller jusque-là, on a déjà d'autres raisons suffisantes pour en conclure que nous ne sommes pas libres et moralement responsables. Et donc, une forme de scepticisme, donc il y a plusieurs arguments, plusieurs types de raisons d'être sceptique, mais la raison sur laquelle on va se concentrer dans la séance d'aujourd'hui, c'est l'idée que si on est vraiment scientifique, alors on sait que tout ça c'est des conneries. On sait que le libre arbitre est une illusion et que ça n'est pas possible. Et donc c'est ce qu'on peut appeler le scepticisme scientifique au sujet du libre arbitre. Et c'est une position assez répandue en fait. Alors peut-être moins ici, mais en tout cas aux États-Unis, c'est vraiment un peu le problème qu'ont beaucoup de philosophes qui travaillent sur la question, c'est qu'il y a une grande partie du public qui a déjà accepté l'idée que de toute façon, ça c'était... Si on était vraiment scientifique, on voit bien que le libre arbitre ne peut pas exister, et donc que tout ça, c'est des conneries. Donc les gens qui ont défendu ça, par exemple, j'avais déjà présenté Sam Harris, Free Will de Sam Harris, mais je ne sais pas si vous avez aux États-Unis, vous avez ces mouvements un peu scientifiques autour du new athéisme, avec des gens comme Dawkins ou des gens qui sont proches de Daniel Dennett, même si Dennett ne défend pas ça, qui ont vraiment cette idée de chasser toutes les conneries un peu religieuses qui empoisonnent l'esprit, et donc le libre arbitre en fait partie, c'est une cible fondamentale. Et les philosophes ont d'autant plus de mal à lutter contre ça que beaucoup de recherches sur le libre arbitre, il y a beaucoup d'argent qui est donné pour financer les recherches sur le libre arbitre aux États-Unis aux philosophes, mais ça vient de fondations religieuses. Donc même les philosophes qui ne sont pas religieux et qui défendent l'existence du libre arbitre ont des financements religieux, ce qui rend le truc quand même super suspect. Voilà, vous êtes scientifique, vous avez prouvé que ça n'existait pas le libre arbitre, il y a des philosophes qui vous tombent dessus en disant « tu racontes n'importe quoi, le libre arbitre existe ». Tu regardes la liste de financement et il se trouve que donc la fondation Templeton, qui est une fondation américaine qui dépense beaucoup d'argent pour la recherche, finance la plupart d'entre eux. Alors moi, j'ai jamais été financé par la fondation parce qu'ils n'ont jamais accepté mes projets. Donc je suis forcément totalement impartial sur le sujet. Accidentellement impartial, mais impartial quand même. Et donc, les ouvrages qu'on peut trouver sur la question, donc Free Will, c'est vraiment un tout petit ouvrage, mais qui a été genre numéro 1 best-seller dans les ventes aux États-Unis, donc ça a quand même un impact. Et le livre dont je parlerai aussi, qui a eu un impact, mais sur les scientifiques ce coup-ci, c'est The Illusion of Conscious Will de Daniel Wegner. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui traînent un peu en psychologie. Daniel Wegner, c'est un psychologue qui a quand même fait un certain nombre de travaux assez influents. Alors avant de partir là-dedans, il y a quelqu'un qui va quand même poser la question, une question au sujet du déterminisme, qui était de savoir comment le déterminisme et la prédictabilité pouvaient être découplés. L'idée, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a un monde déterministe et prédictible pour une sorte d'intelligence colossale. Donc je ne sais pas exactement qui m'a posé la question. Voilà. Mais l'idée, c'est que par exemple, imaginez même que vous avez la description totale des conditions initiales d'un système et des lois de ce système,
Bah, mathématiquement, on n'a pas les outils nécessaires pour résoudre les équations. Donc on ne peut pas faire la prédiction de ce qui va venir ensuite. L'exemple que je prenais la dernière fois, c'était l'exemple du problème à 3 corps en physique. C'est l'idée que on a les lois de Newton qui donnent comment les planètes fonctionnent. Si on a un système avec 2 planètes, il faut calculer comment elles s'influencent l'une l'autre. Ça, on y arrive mathématiquement. Mais à partir de 3 planètes, en fait, on n'a pas de solution. Pour l'instant, on n'en aura jamais à part. C'est un débat. C'est un débat, justement. C'est un débat. Mais alors, vous imaginez que déjà, si on a 3 objets, c'est très compliqué. Ça fait des centaines d'années que les gens se tapent dessus pour savoir si ça peut être résolu. Si on prend un système où il y a beaucoup, voire une quantité astronomique d'objets, ça risque de dépasser nos capacités de calcul, en fait. Mais ça reste une question de capacité. Il n'y a pas autre chose que fait que... Je ne suis pas assez bon en maths pour répondre à cette question. Disons que ce n'est pas juste une question de puissance de calcul qui pourrait être remplacée par un ordinateur. Ouais. C'est une question de savoir s'il existe une façon de tomber sur une solution unique à l'équation. Parce que je voulais la rechercher, mais je n'ai jamais pris le temps finalement de le faire. Mais il n'y a pas une citation célèbre d'un scientifique, Planck ou un autre, qui dit justement par rapport au déterminisme que si on avait en vue toutes les lois, on pourrait... Alors je ne sais pas la citation, moi le truc, on va dire la tarte à la crème, le truc standard, c'est le démon de Laplace. Hein, la citation standard, c'est l'idée de Laplace que pour une intelligence infinie, le monde serait prédictible. Voilà. Mais après, voilà, qu'est-ce que c'est une intelligence infinie? Donc, l'idée, c'est que voilà, si on connaissait toutes les situations initiales et qu'on avait le pouvoir de résoudre toutes les équations qui en découlent, on pourrait prédire selon le déterminisme. Mais bon, c'est quand même très restrictif. Hein. Donc l'idée, c'est que, en fait, il y a plein de choses qui dépassent notre capacité de prévision. Même si on jette un dé, c'est super dur de prévoir sur quelle face il va tomber. Hein. Ça demande à prendre en compte énormément de facteurs. Donc peut-être que c'est théoriquement prédictible pour une certaine entité, mais pour nous, pratiquement, c'est assez imprévisible. Quoi. De la même façon, la météo, c'est quand même pas toujours super prédictible, mais personne va dire que c'est un phénomène indéterministe. Quoi. Donc voilà, on peut dire que quelque chose est déterministe, même s'il n'est pas prédictible, ça dépend de... Il n'est pas prédictible pour nous, en tout cas. Hein, je pense que ça, on peut être plus ou moins d'accord. Après, est-ce que c'est la complexité du système et des éléments et des interactions? Oui, plus il y a d'éléments qui s'auto-influencent les uns les autres, plus ça devient compliqué à calculer, en fait. Donc voilà, donc je disais, voilà, beaucoup de philosophes, en grande partie américains, ont essayé de répondre un peu aux arguments scientifiques. Celui qui a fait sa carrière là-dessus, c'est Alfred Meillet. Donc là, vous avez 3 livres d'Alfred Meillet. Hein. Selon votre niveau de préférence, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Si vous voulez un livre vraiment académique qui discute en détail tous ces points, c'est celui qui est tout à droite, c'est Effective Intention, The Power of Conscious Will. Puis vous avez un truc sous forme de dialogue qui est plutôt pour les étudiants en philosophie, débutants. Et puis vous avez tout à gauche un tout petit livre qui est pour le grand public, qui était censé être une sorte de contrepoids à celui de Sam Harris. Et en fait, je ne savais pas, mais il y a une traduction française, je suis tombé dessus l'autre jour, la semaine dernière. Donc il vient d'être traduit en français, a priori. Ça s'appelle « Libre arbitre à l'épreuve de la liberté ». Voilà, donc si jamais ça vous intéresse. Donc c'est vraiment hyper accessible, hein, celui-là. Je vais reprendre certains morceaux. Et donc, certains des arguments que je vais donner sont repris de ça, parce qu'il y a certains défauts de ces études qui sont... Voilà, on peut pas créer 10 000 objections différentes, quoique aux études, il y a un certain nombre de points qui reviennent assez souvent. Et donc, dans cette littérature dans laquelle on est censé avoir prouvé scientifiquement que le libre arbitre est une illusion, quelque chose qui revient souvent, très souvent, c'est ce qu'on appelle les expériences de Libet. Hein, c'est vraiment le truc sur lequel il y a eu une littérature énorme, et c'est sur le truc sur lequel en fait on revient en définitive. Donc c'est ça que je vous avais donné à lire pour aujourd'hui. Donc ce que je vous ai donné à lire pour aujourd'hui, c'était un article de Libet qui n'est pas l'article Princeps dans lequel il décrit ses études, mais un article qui était destiné à une revue de philosophie, hein, qui est le Journal of Consciousness Studies, ou un truc comme ça, oui, dans lequel il essaye de résumer un peu brièvement les implications philosophiques de ces découvertes. Donc voilà, Benjamin Libet, c'est un neuroscientifique américain qui travaille sur la neurophysiologie de l'action, hein, sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps quand on initie une action.
Et au cours de ses recherches, il est tombé sur un phénomène qu'on appelle les potentiels de préparation. Alors qu'est-ce que c'est les potentiels de préparation? C'est quelque chose qu'on peut mesurer par EEG. Donc vous voyez ce que c'est le EEG, hein, c'est quand on met des électrodes sur le scalp avec un gel un peu dégueulasse pour que ça capte les courants électriques. Moi, une fois sur deux, ça passe pas. Un problème. Et donc, ça mesure les courants qui passent à la surface, hein, vraiment vers la surface du cerveau. Et en général, selon les phénomènes qui se produisent, les ondes qui sont mesurées ont une forme différente, hein. Les choses les plus connues, par exemple en neurophysiologie, c'est que quand vous détectez une erreur dans un texte, par exemple une faute d'orthographe, ça ne fait pas la même forme que quand vous lisez un texte qui est bien écrit. On peut voir des choses, on peut voir certains phénomènes qui ont une forme caractéristique. Et donc, les potentiels de préparation, ce sont donc des ondes électriques, des phénomènes électriques qui sont mesurés au niveau du cortex prémoteur, donc les cortex la partie du cerveau qui prépare l'action physique. Et ce qu'a observé donc Libet, c'est les potentiels de préparation, c'est que à chaque fois qu'une personne fait un mouvement libre, hein, une action libre, il observait une certaine activité électrique dans le cortex prémoteur un peu avant cette action. Rien de très étonnant, hein, les actions ne viennent pas de nulle part, donc il y a une activité cérébrale dans les parties du cerveau qui s'occupent de programmer l'action avant que l'action soit prévue. Et ça paraissait assez systématique, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on observait une de ces actions libres, elle était toujours précédée de cette action-là. Alors quand même, il faut voir ce que Libet appelle libre. Et ça va être un problème qui n'est pas propre à Libet, mais qui est propre à toute cette littérature, en fait. Alors, là, on n'est pas déjà dans la définition de free will, hein, on est vraiment dans ce qu'ils appellent une action libre, hein. C'est l'idée que, par exemple, si je vous fais bouger le bras, ce n'est pas une action libre, il n'y aura pas ce truc-là dans le cerveau avant que je vous fasse bouger le bras. Je pense que tout le monde voit à peu près pourquoi. Mais, par exemple, là, vous avez plusieurs formes d'ondes différentes qu'il observe, et ce qui va être utilisé dans ces études, c'est ce qu'il appelle les RP2. Hein, les RP2, c'est l'action qui précède, c'est l'activation qui précède une action libre. Et vous voyez qu'il y a des types d'actions, par exemple S, là, où il n'y a pas du tout ça avant l'action. Hein, la barre représente l'action, ce n'est pas précédé. Alors qu'est-ce que c'est S? C'est d'autres études dans lesquelles, par exemple, on demande aux gens, prépare ton doigt au-dessus d'un bouton, et là il y a une lumière, par exemple, et quand la lumière s'allume, il faut que tu appuies sur le bouton. Ou quand un son retentit, il faut que tu appuies sur le bouton. Bon, dans le cas de ces actions-là, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment ce type d'activation qui précède l'action. C'est parce que ce ne sont pas des actions libres. Alors c'est déjà là que ça va se compliquer. Donc appuyer sur un bouton quand une lumière s'allume parce qu'on vous a dit d'appuyer sur le bouton quand la lumière s'allume n'est pas une action libre. Pourquoi? Parce que l'action libre, c'est quelque chose une meilleure façon de traduire libre selon Libet et cette littérature, c'est endogène. C'est-à-dire c'est une action qui vient de vous et pas qui est déclenchée par un stimulus extérieur. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée. Donc là, l'idée, c'est que vous faites quelque chose en réaction à quelque chose qui se produit à l'extérieur. Vous êtes dans un schéma d'action réactif, et ça ne rentre pas dans leur définition de ce qu'est une action libre. Alors, vous voyez, tout de suite, on va avoir des problèmes, hein. Par exemple, je ne sais pas si je me pose sur le toit là, devant l'université, puis que je décide d'appuyer sur la gâchette dès que je vois un étudiant qui traverse le seuil de l'université, ça ne comptera pas comme une action libre selon cette définition. Voilà, donc on voit qu'on n'est pas exactement sur le même sens de libre, hein, parce que je ne suis pas sûr que ça tiendrait devant un jury en disant « Oui, non, mais ce n'était pas une action libre, hein, ça ne venait pas de moi-même, c'était juste une réaction spontanée au fait, à la vision, au stimulus de l'étudiant en train de traverser le seuil. » Ça ne va pas très bien marcher en général. Mais il faut vraiment garder ça en tête parce que ça va expliquer un certain nombre de problèmes après. Après, il distingue aussi ces RP2 hein, de RP1. RP1 qui ont une forme différente, c'est ce qui se passe quand les gens planifient l'action à l'avance. Par exemple, je dis, voilà, dans 15 secondes, je vais appuyer avec ce doigt-là sur ce bouton-là. Voilà, je compte, et là j'appuie, là c'est planifié. C'est différent aussi de ce qu'il va étudier. Lui, ce qu'il étudie, c'est les RP2, c'est je le fais quand l'envie m'en vient. Vous voyez? Donc c'est un type très particulier d'action. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Donc voilà.
Zoomons sur ce type particulier d'action, qui sont les actions endogènes, non planifiées à l'avance. Donc c'est quand même assez particulier. Hein. Et donc ces actions sont toujours précédées, quand elles sont accomplies, de ce potentiel de préparation qui est mesurable dans le cortex prémoteur. La question que va poser Libet, c'est assez clair, c'est à quel moment, du coup, on a cette timeline, hein, on a l'action dans le cerveau qui est mesurable, on a l'action moteur qui est commise, où se situe dans cette chaîne temporelle c'est un truc dont le nom change un peu tout le temps, la volonté consciente, the conscious will, c'est-à-dire cet état mental conscient où on se dit, voilà, j'accomplis l'action, go, allons-y. Voilà. C'est le moment conscient où on prend consciemment la décision d'accomplir l'action. Et donc, les expériences de Libet qui sont célèbres, comme vous avez pu le dire, c'est celle justement où il va essayer de mesurer à quel moment apparaît dans la conscience l'action, la décision consciente ou l'envie consciente d'agir. Donc les expériences se présentent de la façon suivante. La personne a un bouton dans la main, ou un bouton ici. On lui dit, voilà, il faut appuyer sur le bouton quand l'envie vous en prend. Voilà. Et au même moment, il faut que vous notiez le moment où où la conscience de cette envie vous a traversé l'esprit. Hein, vous voyez ? Et pour ça, il y a tout un système qui est une sorte d'horloge comme ça, mais où ça va beaucoup plus vite qu'une seconde, le passage du temps. Et ils doivent juste noter la position du rond au moment où ils sentent qu'ils ont la conscience de cette envie qui leur traverse l'esprit. Pour mesurer le moment auquel est accomplie l'action, il y a un électromyogramme qui est relié au muscle en fait, du poignet et qui donc mesure à quel moment les muscles du poignet sont activés. Et ça c'est quelque chose à retenir parce qu'on va en reparler après, l'électromyogramme est aussi relié en fait à l'EEG dans le sens où l'EEG n'enregistre pas l'activité cérébrale pendant tout le temps. Il la garde en mémoire un petit moment et quand il reçoit un signal de l'EMG disant que l'action a été impliquée, il sauvegarde les 1000 dernières millisecondes en fait. Ça c'est important à voir parce que du coup en gros on mesure uniquement les potentiels préparatoires qui correspondent à l'action. Donc on ne sait pas ce qui se passe le reste du temps. Alors quelqu'un avait posé la question de savoir est-ce que c'est fiable comme méthode? La méthode du coup de mesure du moment où ça traverse la conscience. Alors, la façon dont Libet a calibré sa méthode, c'est de faire cette même tâche aux gens, où on demande aux gens de regarder le rond et de mesurer le temps, sauf que là on leur demande le moment où ils ressentent de la douleur, et puis on leur inflige une décharge électrique. Voilà. Et du coup on regarde quel est le décalage temporel entre le moment où ils ressentent, entre le moment où la douleur est vraiment infligée et le moment où ils rapportent ressentir de la douleur selon cette horloge-là, en fait. Et ça donne quelque chose d'assez proche. Hein. Je crois que c'est ce schéma-là. Hein. Y a le stimuli qui est ici. Là, c'est le moment où on leur inflige la douleur. Non, ça, c'est le moment où on leur inflige la douleur, c'est 0, je crois. Et le S, c'est le truc où ils rapportent la douleur. Donc voilà, ça reste quand même dans des eaux assez proches. Il n'y a pas un écart complètement fou. Donc a priori, d'un point de vue temporel, c'est plus ou moins fiable en tout cas. Si on suppose que c'est aussi facile de rapporter une intention consciente que de rapporter de la douleur, bien sûr. Ce qui est un autre problème. Mais disons que il faudrait sinon trouver une autre façon de calibrer la méthode. Alors, du coup, on fait ça, et qu'est-ce qu'on observe? Bon, je pense que tout le monde a lu l'article et tout le monde connaît les résultats. Hein. En gros, donc là, on se concentre sur les RP2. Hein, c'est cette idée-là, c'est que, bon, à 0, c'est le temps auquel on enregistre l'activité dans le poignet. Hein, la main bouge, l'action est accomplie. Les potentiels préparatoires arrivent un peu plus de 500 millisecondes avant, et la volonté consciente, en moyenne, elle est située à 200 millisecondes avant. Donc on a cette chaîne temporelle où on a l'activité préparatoire, ensuite vient le sentiment conscient d'avoir l'intention de faire cette action, et ensuite vient l'action. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la description la plus neutre possible des résultats.
Et qu'est-ce qu'en conclut Libet? Il en conclut du coup la volonté consciente, hein, ce qui est mesuré ici, ne joue aucun rôle dans la production de l'action. Alors pour l'instant, je ne vais pas essayer d'expliquer encore le truc. J'essaie de décrire ce qu'ils disent, je n'ai pas encore rentré dans la critique. Alors bien sûr, Libet lui-même, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, ne veut pas dire que le libre arbitre n'existe pas. Hein, c'est quelqu'un qui défend l'existence du libre arbitre, Libet, mais il dit que du coup, le libre arbitre, ça ne peut pas être la capacité à engendrer consciemment l'action, puisque l'action est déjà engendrée par le cerveau 500 millisecondes avant que l'action agisse, et donc 300 millisecondes avant que l'intention consciente arrive. Mais du coup, si le libre arbitre existe, il doit exister sous la forme d'un veto. C'est-à-dire que les potentiels préparatoires initient l'action, mais on a un petit délai pendant lequel la volonté consciente peut mettre le veto, peut mettre un stop, peut dire non, finalement, il faut interrompre le processus, abort, tout ce que vous voulez. Il faut arrêter à ce moment-là. D'ailleurs, il a des arguments assez intéressants dans lesquels il dit, en fait, si on y réfléchit bien, cette conception cette conception de la liberté, elle correspond un peu avec une... Ah, je crois que j'ai oublié de copier le texte, c'est bien dommage. Ah si, c'est ça. Cette conception de la liberté, elle est cohérente avec une conception classique qui dit qu'en fait, la morale, c'est avant tout s'empêcher de faire des choses. Après, je ne suis pas sûr que l'argument soit super convaincant. Hein, la forme de la morale, c'est quoi? C'est les 10 commandements. La forme des 10 commandements, c'est quoi? C'est ne pas faire ça, ne pas faire ça, ne pas faire ça. Donc la liberté... Elle s'applique avant tout en s'interdisant, en mettant un frein, un veto à certaines actions, et pas en initiant certaines actions. Alors, avant de rentrer dans la discussion de Libet, une chose qu'il faut garder en tête, même si je ne vais pas beaucoup creuser ça, c'est que Libet, ça ne s'arrête pas à Libet, en fait. Alors, je dis ça parce que y a beaucoup de gens qui écrivent des papiers sur Libet, et j'en reçois quand même régulièrement, souvent, c'est une discussion de Libet, quoi. Alors déjà, Libet, souvent, en plus, il a fait d'autres expériences, mais en fait, il y a toute une littérature qui continue encore aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui sont très fans de Libet et qui ont continué son œuvre avec d'autres formes de... je vais revenir sur la question après. D'autres formes de méthodes. Par exemple, un papier qui est énormément cité, je crois qu'il est genre cité 2500 fois déjà, ou un truc comme ça, qui date de 2008, c'est un papier qui a essayé de répliquer ce genre d'études en les étendant en utilisant de l'IRM fonctionnel. Je ne sais pas si vous voyez comment fonctionne un peu l'IRM fonctionnel, parce qu'il y a des gens qui veulent des petits... en gros, on distingue deux choses. Il y a les IRM anatomiques, hein, c'est juste où on prend la forme du cerveau, et les IRM fonctionnels, c'est celles qui sont censées mesurer l'activité cérébrale. Alors, comment est-ce que les IRM fonctionnels mesurent l'activité cérébrale? Elle la mesure pas directement, c'est ça qu'il faut garder en tête. En fait, c'est que il y a du sang qui passe à travers le cerveau, hein, je pense que vous savez, et que le sang, il transporte le fer qui est utilisé pour l'oxydation, c'est-à-dire pour la consommation d'énergie. Je pense que jusque-là, ça va. Donc, quand une partie de votre cerveau réfléchit, est active, elle utilise plus d'énergie. Donc, il va y avoir un afflux de sang et une consommation de fer plus intense dans cette zone-là. Okay. Ce que fait l'IRM, c'est qu'elle détecte en fait plus ou moins, alors je ne sais plus exactement, l'orientation magnétique des particules de sang. Donc, elle peut détecter celles qui sont encore, qui contiennent encore, elles ont toujours du fer, mais qui contiennent du fer oxydé ou non oxydé en fait. Donc, à partir de là, en fonction des changements des taux d'oxydation du fer dans le cerveau, on peut estimer quelles zones ont été plus actives dans une tâche donnée. Mais du coup, ça donne pas la résolution temporelle des IRM est très faible, en fait. C'est-à-dire, ça ne donne pas l'activité à des millisecondes près, on est plutôt à des secondes près, quoi. Mais par contre, ça permet de voir dans quelle zone du cerveau ça a été plus active. Donc du coup, ce qu'ont fait les gens dans cette étude, ils n'ont pas utilisé donc, de l'EEG, mais de l'IRM fonctionnel. Et la grande innovation par rapport aux études de Libet, ils ont demandé aux gens de choisir entre appuyer sur un bouton à gauche ou un bouton à droite, quand même. Voilà, vous voyez. Donc c'était pareil, hein, les gens devaient appuyer quand leur venait l'envie d'appuyer sur le bouton à gauche ou à droite. Et on regardait dans différentes aires motrices du cerveau l'activité cérébrale mesurée du coup via IRM fonctionnel. Et on faisait deux choses, on regardait à partir de quand, avant l'action et donc avant la volonté consciente, on pouvait détecter des activités inhabituelles dans ces aires-là.
et aussi si on arrivait à prédire sur la base de l'activité quel bouton les gens allaient choisir, avant qu'ils aient appuyé sur le bouton. Donc la barre rouge, ça indique à partir de quel moment on peut détecter avec une probabilité supérieure au hasard sur quel bouton les gens allaient appuyer en fonction des différentes aires motrices. Hein, et vous voyez, bon, on peut remonter au moins à 2 secondes environ selon les aires dans lesquelles on tape. Donc 2 secondes avant que la personne appuie sur le bouton, on arrive à prédire sur quel bouton elle va taper avec une probabilité, bon, pas foufou, hein, c'est là la probabilité, vous voyez que ça monte jusqu'à 75% après l'action, et avant l'action on est plutôt entre 50 et 60, mais c'est significativement différent du hasard. Et du coup ça remonte encore plus loin que l'IBET, parce que là à l'IBET on était à une activité qui était 550 millisecondes avant, mais là on est à des choses qui sont 1 ou 2 secondes avant quand même. Et donc, ce n'est pas du tout la seule étude, il y en a plein. Donc voilà, si jamais vous voulez rentrer dans les trucs sur l'IBET, il faut prendre la peine de lire toutes les études. Hein. On ne peut pas juste critiquer l'expérience de l'IBET. Oui. Mais le hasard, ce serait 50%, non? Ouais, c'est ça. Donc entre 50 et 60, ça reste quand c'est même... pas foufou, mais c'est déjà significativement différent du hasard. Donc ça prouve qu'il y a un lien entre cette activité et le mouvement. Ça ne prouve pas que ça la détermine absolument, hein, mais ça prouve qu'il y a un lien. Mais après, je vais y revenir. Alors, il y avait la question, oui, sur le veto. Donc, oui. Il y avait pas eu quand même une expérience qui montrait que les RP restaient les mêmes, pratiquement exactement, si la personne faisait l'action ou si elle l'inhibait. Alors, je vais y venir après. Je vais en parler. Alors, je ne sais pas si c'est la même, mais, parce qu'il y en a pas mal, mais c'est une du même genre. Je vais en reparler, justement. Oui, il y avait une question sur le veto, sur laquelle je n'ai pas de bonne réponse. Hein. Quelqu'un qui fait remarquer, oui, ben le veto peut lui aussi avoir une origine inconsciente. Est-ce que ce n'est pas un problème? Alors, il faut savoir que la plupart des gens qui travaillent après l'IBET n'aiment pas l'idée de veto. Hein, donc, certains ont refait les études en montrant que le veto lui-même était précédé d'ondes qui peuvent être identifiées à l'EEG, et que donc, voilà, le veto lui-même était précédé d'une activité inconsciente, et donc on ne s'en sortait pas. Mais c'est vrai que dans le cadre de l'IBET lui-même, comment est-ce qu'on s'en sort? Pour moi, l'idée de l'IBET, c'est que le problème, c'est pas tant qu'il y ait une activité inconsciente avant, c'est l'idée que ça soit le moment conscient qui est actif lui-même. Donc je pense que sa réponse serait que dans le cas d'initiation de l'action, la conscience ne joue pas un rôle dans l'initiation, mais dans le cas du veto, c'est vraiment le veto qui a le pouvoir causal pour empêcher l'action. Je ne sais pas comment il défend l'un ou l'autre, j'ai pas vraiment réussi à saisir le fond de l'argument, mais je pense que c'est vraiment ça qu'il a en tête, quoi, que le veto, au moins, lui, joue un rôle causal. Donc voilà, ça c'est les expériences de l'IBET, et du coup, qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence, hein? Donc vous vous en doutez, beaucoup de gens en tirent la conséquence qu'elle montre que le libre arbitre est une illusion. Mais du coup, c'est quoi exactement l'argument? Et c'est là que ça devient un petit peu difficile. Donc l'expérience, elle est telle qu'elle est. Bon, après on peut discuter les détails, mais déjà, c'est quoi exactement l'argument? Pourquoi c'est censé prouver quoi que ce soit au sujet du libre arbitre? Et il y a plusieurs façons de reconstruire l'argument, parce que en fait, l'argument n'est pas hyper clair dans le texte. Ou alors peut-être que vous l'avez saisi et vous allez me le dire, mais disons que selon la personne qui lit le texte, selon la personne qui présente les études, c'est jamais exactement le même argument. Donc dans son livre Grand public, Mélé propose de reconstituer l'argument de l'IBET de la façon suivante. L'idée, c'est que la première prémisse, c'est les participants dans les expériences de l'IBET ne font pas de décision consciente de bouger le doigt. Hein. En fait, ils font leur décision de façon inconsciente, et après cette décision devient consciente. Donc ça, c'est la description, on va dire, c'est l'interprétation des résultats par l'IBET. Après, il y a une deuxième prémisse qui est une sorte de généralisation. Donc du coup, ça doit être comme ça dans la plupart des actions, hein, ou dans toutes les actions. Si on généralise ça avec toutes les actions, ça veut dire qu'aucune action n'est causée directement par une décision consciente, mais elle est causée par des décisions inconscientes, par des processus inconscients. Du coup, arrive la prémisse, on va dire, plus philosophique sur la nature de la liberté, qui est qu'une action ne peut être libre que si elle vient d'une décision qui a été faite consciemment, et donc on en conclut qu'il n'y a pas d'action libre. Hein. Ça, c'est la façon dont
Mesley reconstruit l'argument. Alors, je pense qu'il y a une autre façon de le reconstruire qui est plus juste, mais je vais déjà aller avec celle-là. Alors déjà, juste pour qu'est-ce que c'est une décision pour Mesley? C'est l'action de produire une intention. Alors, je vous le dis juste parce que du coup, ça permettra de suivre un peu le lien avec le terme intention que Libet utilise. Donc l'idée, c'est que on ne crée pas consciemment l'intention de bouger le doigt. Elle est déjà créée inconsciemment, puis on prend conscience de cette intention déjà qu'elle est créée. Alors la première critique de Mesley, c'est justement de rejeter l'interprétation que Libet fait de ses résultats, c'est de dire, en fait, malgré ce que dit Libet, c'est pas clair que l'intention est prise inconsciemment. Parce que oui, il y a un événement cérébral, neurologique, qui est le potentiel préparatoire, qu'on observe, mais pourquoi penser que c'est déjà une intention? Ce que dit Mesley, c'est, en fait, ça pourrait être juste une activité préparatoire qui précède la formation de l'intention consciente, en fait. Il n'y a pas de raison spécifique de penser que c'est déjà une intention. Et puis, ce que dit Mesley, c'est que personne n'a jamais prétendu que les événements conscients étaient jamais précédés d'événements cérébraux, quoi. C'est vraiment dans les hommes de paille, les plus hommes de paille du monde, alors, il y a des gens qui prétendent ça, hein, que la conception commune du libre arbitre, ce serait que nos actions viennent de nulle part, tu vois. Il dit non, ça, personne n'a jamais dit ça. Voilà, la personne, elle se prépare, elle est là, elle attend patiemment que l'envie d'appuyer sur le bouton lui traverse l'esprit. Alors, elle est déjà en train de préparer ses doigts, hein, enfin son doigt, parce qu'il n'y en a qu'un dans cette expérience-là, en attendant que le truc arrive. Donc, il y a une activité préparatoire. Ça paraît pas complètement fou. Alors, un argument que Mesley utilise, c'est de dire que, une raison de penser ça, c'est que 550 millisecondes, ça a l'air pas long comme ça, mais en fait, du point de vue de la survie d'un organisme, s'il s'écoule 550 millisecondes entre le moment où vous prenez une décision et le moment où vous l'exécutez, des fois, c'est pas super adaptatif. Et donc, ce qu'il dit, c'est, dans les expériences, justement, où on demande aux gens de réagir à un stimulus, ils font ça beaucoup plus rapidement. Si on dit, il faut appuyer sur le bouton dès que vous voyez la lumière s'allumer, les gens mettent moins de 550 millisecondes. Alors pourquoi, là, d'un coup, ça prendrait 550 millisecondes entre l'intention et l'activité? Alors bien sûr, ce que Mesley ne discute pas dans le livre, c'est que la réponse de Libet, ce serait « Oui, mais là, vous me parlez d'action pas libre. » Donc ça n'est pas comparable. Mais vous voyez que c'est quand même un petit peu bizarre. Et en fait, c'est encore pire si vous prenez l'autre étude en IRM que j'ai décrite, parce que là, on a déjà des activités préparatoires qui sont 2 secondes avant l'action quand même. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, si ça mettait 2 secondes entre le moment où vous prenez une décision et le moment où vous agissez, c'est juste terrible, quoi. Enfin, je ne sais pas, vous êtes une sorte d'organisme pas très réactif, on va dire. Et dans la vie de tous les jours, on voit bien qu'on peut réagir de façon beaucoup plus rapide, qu'on peut agir de façon beaucoup plus rapide que ça après une intention. Donc en fait, tout ça, ça donne quand même des raisons de penser que il se passe des choses effectivement cérébralement avant l'action, mais ça n'est pas forcément déjà la décision, c'est pas déjà le plan qui va causer l'action. Ça peut être une préparation, parce que on est quand même dans une configuration expérimentale assez spéciale où les gens se préparent à commettre une action. Voilà. Donc ça, c'est une première façon de contredire la prémisse 1. Et une autre façon, c'est de dire que, en plus, si vraiment cette activité qu'on mesurait, c'était la cause de l'action, alors on devrait s'attendre à ce qu'elle soit tout le temps suivie par l'action. Vous voyez ? Si vraiment ce que signalait ce tracé sur le EG, c'est que l'action est déclenchée par le cerveau, que le plan est mis à la poste et qu'on envoie, on devrait s'attendre à ce qu'elle soit quand même le plus souvent suivie par une action. Mais ce que dit Mesley, c'est de dire que, en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Ça se trouve, il y a des activités comme ça tout le temps, et il y en a plein qui ne sont jamais suivies d'action. Là, ce que Libet mesure, c'est qu'à chaque fois qu'il voit une action libre, telle qu'il les mesure, et qu'il regarde dans le passé, il voit une activation comme ça. Mais il mesure les activations que quand il a mesuré une action. Si maintenant on regardait en permanence ce qui se passe, ça se trouve, on trouverait plein d'activations qui n'est jamais suivies d'une action, en fait. Et ces données, on ne les a pas. Par contre, ce qu'on a, c'est des gens qui ont essayé justement de voir jusqu'à... Parce qu'il y a des gens qui sont inspirés par Libet, il y a beaucoup d'expériences, je vous ai dit, qui sont faites dans la suite de Libet, de voir jusqu'à quand est-ce qu'on peut faire un veto sur notre action. Donc c'est un paradigme expérimental qui est le même que celui de Libet. Donc il faut attendre que l'envie nous vienne, on appuie sur le bouton, etc. Alors non, dans celui-là, c'est pas ça. Non. Là, on doit appuyer sur le bouton quand on nous dit,
mais c'est quand même précédé par une activation cérébrale. En fait, l'ordinateur, il y a une sorte de neurofeedback en fait. L'activité cérébrale du participant est indiquée sur l'écran et le participant doit essayer de quand même ne pas baisser de ne pas appuyer sur le bouton en fait. Hein. Donc en gros, on lui montre qu'il a cette activité cérébrale et il doit ne pas appuyer sur le bouton, vous voyez. Et en fait, la plupart du temps, ils y arrivent. Sauf quand on leur montre trop tard. Hein. C'est-à-dire que je crois que ce qui est trouvé dans l'étude, c'est quelque chose comme ça, c'est que voilà, là on mesure l'activité cérébrale dans cette zone-là. Hein, on voit déjà des potentiels préparatoires. Et si avant 200 millisecondes, on leur dit non, mais finalement, ne le faites pas, bah, ils ne le font pas. Mais si on leur donne l'ordre de ne pas le faire finalement après 200 millisecondes, là, c'est trop tard. Ils n'arrivent pas à inhiber l'action. Et là, ce que disent les gens, c'est marrant quand même, le point de non-retour entre le moment où on peut inhiber l'action et le moment où c'est trop tard pour inhiber l'action, ça correspond quand même assez bien au moment où le truc devient conscient, quoi. Donc, on pourrait presque défendre que finalement, bah, c'est au moment où l'action est consciente que l'action est définitivement, que l'intention devient consciente, que l'action est définitivement engagée et que c'est plus possible de revenir en arrière. Et que donc la cause définitive de l'action, c'est la conscience. Alors bien sûr, il y a des désaccords sur comment interpréter cette expérience parce que ça n'est pas vraiment une action libre. C'est une action où les gens doivent planifier à l'avance, d'appuyer sur le truc, etc. Donc ça ne correspond pas exactement au paradigme de Libet. Je crois qu'il y a eu d'autres trucs qui ont été faits depuis, mais c'est vraiment une littérature, il faut réussir à suivre. Donc voilà, on peut déjà de toute façon juste rejeter l'interprétation de Libet en disant, bah voilà, en fait, bah, ce qui se passe ici, ça n'est pas une intention. L'intention, elle apparaît peut-être ici, voilà, peut-être que c'est l'intention consciente, et c'est ça qui cause ça, et ça, c'est juste un stade préparatoire qui va mener à ça. Alors, et puis personne n'a jamais dit que l'intention devait sortir de nulle part et qu'il n'y avait pas de préparation dans l'esprit avant une intention. Alors, un autre point sur lequel on peut critiquer, et vous avez été plusieurs à le faire, c'est de dire, mais en fait, finalement, on peut accepter la description que Libet fait de ce type d'action, mais penser que c'est tellement différent des actions de la vie de tous les jours que les résultats sont juste pas généralisables, en fait. Donc voilà, je ne comprends pas en quoi le type d'action que Libet a choisi d'étudier constitue un exemple édifiant dans la mesure où elle n'a aucun enjeu moral, éthique ou même prudentiel, et où elle ne surgit pas d'une interaction avec le monde extérieur, bah justement c'est le point, sinon ce ne serait pas libre, ou d'un dilemme ou d'une délibération de l'agent. Or, il me semble que cela fait partie de la définition même d'une action. Lorsque nous commettons des actes machinaux sans intention et sans but, taper du pied, jouer avec un stylo, nous avons souvent l'impression de ne pas y être pour grand-chose, et il me semble que le protocole choisi se penche pratiquement sur une action de ce genre, c'est-à-dire une action qui n'en est pas une d'une certaine manière. Effectivement, on peut dire que les actions que Libet demande d'accomplir, c'est des actions qui n'ont pas de raison, en fait. Pourquoi appuyer à ce moment-là plutôt qu'une autre? C'est vraiment une sorte de phénomène aléatoire, et que les actions qui comptent vraiment, c'est celles qu'on accomplit pour des raisons, parce qu'on a vraiment telle motivation ou telle autre. De telle sorte que certains ont critiqué Libet pour dire qu'en fait l'activité préparatoire en fait qui mesure, c'est juste l'activité du cerveau quand il doit faire une décision stochastique en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un cas où il n'y a aucune raison de choisir un moment plutôt qu'un autre, et on a la faculté de choisir au hasard. Bon, ça c'est un truc, je ne vais pas rentrer dedans, mais les animaux, beaucoup d'animaux ont la faculté de choisir au hasard. Ça ne demande pas un libre arbitre ou quoi que ce soit en fait. Hein. C'est un truc qui est vachement étudié. Par exemple, vous mettez un rat dans un labyrinthe qu'il n'a jamais vu, il ne va pas rester, et s'il a 3 chemins à la base, il ne va pas rester 50 ans devant le truc en se disant « Oh mon Dieu, j'ai aucune raison de choisir un chemin plutôt qu'un autre ». Il va dire « Bon, ben voilà, c'est celui-là ». Donc cérébralement, il y a la capacité de créer des actions qu'on appelle un peu stochastiques, hein, c'est-à-dire qu'on peut choisir sans raison. Et probablement que finalement, ce qu'on mesure, c'est l'activité du cerveau quand il est en train d'essayer de déterminer de façon stochastique quel moment choisir, quoi, en fait. Mais du coup, c'est quand même un type d'action très très particulier. Et effectivement, c'est pas clair que les actions qui sont pertinentes, celles qui sont vraiment libres, celles qui comptent, aient quoi que ce soit à voir avec ces cas-là. Hein, par exemple, même dans les cas d'actions vraiment libres qu'utilisent les incompatibilistes, c'est souvent des cas où on doit choisir. On est en balance, mais on doit choisir entre différentes options pour lesquelles on a de très bonnes raisons.
Là, c'est pas du tout pareil. On n'a aucune raison. On ne sait pas exactement sur quel critère. On n'a aucun critère sur lequel se baser. Donc voilà un autre commentaire. Hein. Libet essaye de défendre sa thèse en affirmant qu'elle peut être étendue à des situations plus complexes que celui de simplement faire un mouvement du poignet. Cependant, il me semble que non seulement son argument est très limite, prendre juste un exemple d'un système où cela fonctionne, mais qu'en plus cela paraît des situations très différentes. Si j'ai bien compris, son expérience consistait en ce que des personnes bougent le poignet quand ils sentaient le besoin. Il paraît assez évident que d'attendre qu'une envie précise bouger le poignet se produise est très loin d'une situation plus complexe où nous délibérons sur quelque chose de plus large et qui aurait des conséquences à plus grande échelle. Donc oui, c'est très différent parce que là on attend, enfin, en plus là c'est même pas un cas de délibération, c'est un cas où on attend qu'un événement se produise. En fait c'est plus proche d'attendre un signe pour déclencher l'action, il n'y a pas de délibération ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un cas d'action très particulier. Alors Libet essaie de donner d'autres exemples dans lesquels on mesure un peu ces potentiels d'action, qui est genre si les gens lisent un livre ou des choses comme ça. Mais disons que c'est pas clair que dans ces cas-là, l'intention consciente vienne si proche de l'action. Donc voilà, une façon qu'a Meillet de rejeter l'argument de Libet, c'est donc de rejeter la prémisse 2 en disant voilà, on ne peut pas généraliser de toute façon ce qui est trouvé dans le cas des expériences de Libet à d'autres actions. Donc Meillet, qui est quelqu'un de très zélé, aime beaucoup citer tout un tas de littérature psychologique, dans le sens qui montre que la délibération consciente joue un rôle. Donc il cite beaucoup d'exemples de littérature psychologique dans lesquels on montre que planifier consciemment à l'avance une action augmente les chances d'agir. Donc là, c'est par exemple une étude qu'il cite souvent, c'est une étude dans laquelle on voulait trouver une méthode pour augmenter, je crois c'est... le recours à un examen pour prévoir le cancer du sein chez les femmes, pousser les femmes à y aller plus souvent. Et donc, dans cette expérience qu'on faisait, c'est qu'on avait plusieurs groupes, et il y a des groupes auxquels on essayait de faire planifier à l'avance comment ils allaient faire, et comment ça allait se passer, etc. Et quand on demandait aux gens de planifier consciemment à l'avance, il y avait plus de chances qu'ils le fassent ensuite. Donc Meillet dit, voilà, c'est bien la preuve qu'il y a un rôle causal de la conscience dans les choix. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de recourir jusqu'à ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il utilise en disant, voilà, puisqu'on peut jouer psychologie contre psychologie, on a ces études-là qui nous donnent une raison de penser que la conscience joue un rôle. Alors finalement, on a quand même on ne peut pas étendre ces résultats-là à n'importe quelle action. Et enfin, la troisième chose qu'on peut discuter, je vais revenir sur la question, c'est tout simplement cette idée que une action est libre que si elle vient d'une décision qui a été faite consciemment. Donc voilà, là, la phrase qui a été donnée, c'est... alors là, il y a deux remarques. La première, je n'ai pas exactement compris, mais je crois que je comprends, mais je ne suis pas complètement sûr. C'est je comprends du texte que l'indéterminisme et le free will nécessitent un état conscient. Donc ça, c'est la thèse de Libet, c'est que le free will nécessite un état conscient, effectivement. Ainsi, est-ce que l'existence d'actions posées inconsciemment évoque la prémisse d'une coexistence déterminisme-indéterminisme? Alors là, je ne suis pas exactement sûr, donc je ne sais pas qui a posé la question. Oui. En fait, je me demandais si justement le fait que, parce qu'il y a des actions, j'ai compris qu'une action, est-ce que le fait de penser, d'agir sans penser, ouais, est-ce que justement il y a une possibilité de coexistence entre le déterminisme et l'indéterminisme? Comme selon moi, ça vacille un peu, puis ça, je sais pas, c'est pas trop clair. Alors, je vois pas le rapport avec le déterminisme. Alors, la possibilité d'agir sans penser, on va en parler, c'est une possibilité, mais du coup, je suis pas sûr, par contre, de voir le lien avec l'indéterminisme ou le déterminisme. Est-ce que ça serait... Moi, je pense que j'ai effectué une causalité avec le fait d'agir sans penser après. Et que agir en pensant équivalait à un indéterminisme. Donc agir sans penser. Oui, alors la thèse de Libet, c'est un peu ça, on va y revenir. Pour lui, si le déterminisme est vrai, on est toujours dans des cas d'action sans pensée. Ouais. Et pour que agir avec pensée soit vrai, il faut que l'indéterminisme puisse être vrai. Il défend vraiment ça dans le texte. Ouais. Mais disons que c'est une théorie très propre à Libet, mais c'est sa théorie, oui. Okay. J'étais juste pas sûr de comprendre parce que ça me semblait un peu superflu, puis j'ai l'impression que ça... Oui, c'est effectivement, dans les premiers paragraphes du texte, il dit effectivement quelque chose comme ça, je vais y revenir, que si le déterminisme était vrai, alors on serait
on serait toujours à la merci de processus inconscients, une marionnette, ce ne serait jamais nous qui agissions. Ce qui est très bizarre, mais on va y revenir. Oui, vous aviez une question? Ouais. Et donc voilà, l'autre remarque, c'est Libet écrit que a free will process implies one could be held consciously responsible for one's choice to act or not to act. We do not hold people responsible for actions performed unconsciously without the possibility of conscious control. Mais en vue de ces découvertes, ne pourrait-on pas plutôt nous diriger vers une révision de la relation entre inconscient et conscient et de dire des choix conscients qui sont la manifestation d'une certaine catégorie de schémas inconscients libres qui se distinguent d'une autre catégorie de schémas inconscients non libres, comme ceux retrouvés dans le syndrome de Tourette? Donc effectivement, c'est une possibilité. On peut dire la chose suivante. On peut dire qu'en fait, effectivement, le choix en tant que conscient n'est pas la source, mais il peut être le reflet d'un choix qui est quand même le mien inconsciemment. C'est juste que le choix conscient, c'est juste l'arrivée à la conscience du choix inconscient. Alors là, un truc que je n'ai pas mis dans les diapos, mais qui m'embête beaucoup avec cette littérature, c'est aussi qu'il y a un problème, c'est quand on parle de choix conscient ou inconscient, des fois on a l'impression que si le choix est conscient ou inconscient, c'est deux choix différents, quoi, en fait. Mais en fait, ça peut être le même choix qui est inconscient à un moment, puis qui devient conscient à un autre. En fait, il y a plein d'états mentaux qui sont comme ça, malgré ce qu'on pourrait croire. Par exemple, je ne sais pas, vous avez peut-être des intentions à long terme. Si on prend vous avez peut-être des plans à long terme, peut-être que vous projetez d'aller en vacances à tel moment, et de temps en temps, vous avez conscience de ce plan, et puis des fois, vous n'avez pas conscience de ce plan. Vous êtes en train de penser à autre chose, vous êtes en train de dormir, etc. Mais on peut quand même dire que vous avez ce plan, quoi. Donc, en fait, la plupart des plans et beaucoup d'états mentaux comme les croyances passent la plupart de leur temps à être inconscients. Du coup, quand on dit qu'un état mental est inconscient, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'il est fondamentalement inconscient, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas accéder à la conscience, ou ça peut dire que là, tout de suite, il est inconscient, mais il suffit que je tourne les yeux vers lui et il devient conscient. Donc là, il n'y a pas de distinction vraiment entre ces deux choses-là. Par exemple, quand Libet dit que les intentions sont inconscientes, pour lui, on a l'impression que du coup, le truc conscient, c'est un autre état mental, quoi. C'est pas cet état mental-là qui devient conscient. On est sur deux royaumes différents. Mais effectivement, on pourrait penser que, effectivement, les intentions dont on devient conscient plus tard, c'est quand même les intentions qui ont causé notre action. Je ne sais pas si vous voyez. C'est juste, il y a cette intention, elle cause notre action, puis ça nous prend quelques millisecondes pour devenir conscient de l'action. L'introspection prend un peu de temps. Et donc, d'une certaine façon, c'est une intention qui cause l'action alors qu'elle est inconsciente, mais elle est quand même consciente dans le sens où elle est accessible à la pensée. Donc, oui. Sauf que la conscience dans cette situation n'a aucun impact sur notre prise d'action. Mais l'intention en a une. Et l'intention est inconsciente. L'intention, elle est ni inconsciente ni consciente par nature. Elle est consciente quand on fait attention à elle, et puis elle est inconsciente à d'autres moments. C'est vraiment ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que des fois dans la littérature, on a l'impression qu'il y a les états mentaux qui sont conscients, puis il y a les états mentaux qui sont inconscients, et puis c'est pas possible qu'un même état mental soit tantôt l'un, tantôt l'autre. Mais en fait, et du coup, en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Est-ce que le problème de Libet, c'est que la chose qui cause l'action, ça soit quelque chose qui échappe définitivement à la conscience, ou est-ce que ça soit quelque chose qui ne soit pas conscient au moment où ça cause l'action? Ça, c'est pas très clair là-dessus. Parce que si c'est juste que... s'il faut juste que ça soit une intention consciente au sens où on peut en avoir conscience, du coup, on peut dire que l'intention qui a causé l'action, elle est consciente, même si elle n'était pas consciente au moment de la causalité. Du coup, alors je précise ça parce que c'est important, parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ce serait important que ça soit conscient, en fait. Donc, par exemple, quelque chose que Meillet fait, c'est qu'il dit, il y a beaucoup d'actions qu'on fait dans la vie de tous les jours qui n'ont pas une intention consciente. Donc l'exemple que prend Meillet, c'est je rentre chez moi, je suis en train de penser prochain article que je suis en train d'écrire, je gare la voiture, je mets la clé dans la porte, j'ouvre la clé. Est-ce que j'ai une intention consciente qui précède chacun de mes mouvements? C'est pas bien clair, vous voyez. Est-ce que ça veut dire que ces mouvements, c'est pas moi qui les a faits, c'est pas mes mouvements? C'est quand même assez discutable, quoi. On peut toujours reprendre cet exemple. Si vous faites des choses horribles sans trop y penser parce que c'est votre business habituel, est-ce que vous pouvez dire c'est pas une action libre parce que j'avais pas l'intention consciente qui m'a traversé l'esprit avant de le faire, quoi. Et donc oui, il se pose toute la question de savoir pourquoi ce serait important que l'intention soit consciente, en fait. Quel est le rôle de l'intention consciente? Donc ça, je vais y venir. Je vais juste faire une parenthèse sur le syndrome de Tourette.
Parce que non seulement, donc effectivement dans le texte Libet dit quelque chose comme, ouais c'est ça, si les actions n'étaient pas conscientes, ça veut dire qu'on aurait, si les intentions n'étaient pas conscientes, voilà, il dit voilà, il y a des gens qui pourraient penser que l'action est causée par une intention non consciente, mais si c'était le cas, on ne serait pas libre parce qu'on n'aurait pas de contrôle dessus, parce qu'on n'a pas de contrôle sur les choses qui sont inconscientes. Hein. Et donc ce serait comme une personne atteinte du syndrome de Tourette. Hein. Son action est produite par des déterminismes inconscients et elle n'a pas de contrôle dessus. Donc effectivement, ce n'est pas forcément une bonne comparaison, hein, comme était dit dans le commentaire. On pourrait imaginer qu'il y a des choses qui ne sont pas conscientes, mais qui sont sensibles justement à nos raisons. Hein. Par exemple, on pourrait dire, voilà, dans le cas de... là, quand je décide, par exemple, de conduire jusqu'à telle destination, je ne suis pas conscient à chaque étape, je me suis mis un plan en tête, j'ai pris la décision consciente une bonne fois pour toutes, puis après, les choses inconscientes qui se produisent, c'est quand même les miennes. Oui. En fait, Tourette, je ne sais pas si c'est un très bon exemple, parce qu'en fait, je vais y revenir, c'est ce que j'allais dire. Et donc, Tourette n'est pas un bon exemple, en plus, parce que le facteur qui détermine les actions dans Tourette n'est pas inconscient, du tout. C'est juste une parenthèse. Alors déjà, Tourette, il faut voir ce que c'est. Hein. Je pense que vous avez un peu l'idée du mec qui crie merde et bite partout. Mais en fait, le syndrome de Tourette, c'est un syndrome dans lequel vous vous sentez forcé d'accomplir certaines actions machinales. Et genre, dans 10% des cas, ça peut être crier des insultes. Hein, mais il y en avait un qu'on croisait des fois sur la ligne 12 à Genève. Il avait le réflexe de toujours taper du pied toutes les 30 secondes, très très fort par terre. Donc ça peut être des gestes assez amples. Et en fait, il y a des philosophes et des psychologues qui sont interrogé des patients Tourette sur leur phénoménologie. Et la phénoménologie des patients Tourette, c'est plus du genre, en fait, l'envie de, par exemple, crier merde devient de plus en plus forte au point où ils n'arrivent plus à la contrôler et ils cèdent, en fait. Donc ils ont une conscience énorme du facteur qui les pousse à faire ça. C'est juste qu'au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à se retenir, quoi. C'est un peu comme une envie de se gratter ou quelque chose comme ça, mais qui deviendrait trop forte. Donc en plus, l'exemple est effectivement pas super bon pour Tourette. Du coup, pourquoi ce serait important que l'action soit consciente ? Pour moi, c'est parce que l'argument de Libet, l'argument sous-jacent au texte de Libet et à ceux qui le réutilisent des fois, c'est quelque chose qui est plus comme ça. C'est que pour faire X librement, il faut que ce soit moi, vraiment moi, comme agent qui le fasse. Et je pense que ça paraît une prémisse intuitive sur laquelle on peut tous être d'accord. Je pense que l'intuition fondamentale, c'est ça. Je ne peux pas être responsable de quelque chose qui n'est pas de mon fait, quelque chose qui n'est pas fait par moi. Et je pense que vraiment l'idée, c'est que si je ne fais pas X sur la base d'une décision consciente, alors ça n'est pas moi qui fais X. Je pense que c'est vraiment ça l'idée qui sous-tend les arguments de Libet. Et comme les expériences de Libet montrent que je ne fais pas X sur la base d'une décision consciente, elles montrent que ce n'est pas moi qui fais X, mais que c'est mon cerveau. Et donc les expériences de Libet montrent que je ne fais pas X librement. Donc pour moi, vraiment, l'argument au fond du truc de Libet, c'est vraiment ce truc-là. C'est si j'arrive à produire l'intuition que finalement l'action elle est causée par le cerveau, ce truc inconscient, ça prouve que ce n'est pas moi qui suis la source de cette action. Parce que moi, je suis le moi conscient. Vous voyez ? Et alors vous allez me dire, oui, mais ça veut dire qu'on suppose que... alors je vais revenir à ça. Je pense que là c'est juste quelqu'un qui partageait la même idée que moi, mais peut-être que cette personne pourrait me dire, l'article de Libet et les différents tests sur les potentiels de préparation m'ont laissé sur ma faim. Encore une fois, le lien avec l'identité personnelle est crucial. Je pourrais tout à fait estimer que les processus préparant mes actions sont les miens, même s'ils ne sont pas conscients. Effectivement, mais pour Libet, c'est assez clair que si c'est mes processus inconscients qui agissent, ça n'est pas moi qui agis. Par exemple, là, il y a les extraits textes où il dit... voilà, si le monde était déterminé, nous serions des automates et nous n'aurions aucun pouvoir causal, en fait. Ou il dit à la fin, voilà, si les actes conscients étaient complètement déterminés par des lois naturelles, alors ça voudrait dire que les états mentaux sont juste des by-products du cerveau, mais qui n'ont pas de pouvoir causaux en eux-mêmes. Donc c'est vraiment cette idée que tout ce qui est inconscient ne fait pas partie du sujet, ça fait partie du cerveau, donc ce n'est pas moi qui le cause.
Donc l'idée de Libet, c'est quelque chose comme ça, c'est que les potentiels préparatoires, c'est le cerveau, et ça cause l'action, et ça cause la volonté consciente, mais il n'y a pas de lien entre la volonté consciente et l'action, donc il n'y a pas de lien entre moi et l'action. Ce n'est pas moi qui suis le producteur de mon action. Hein. Donc ça prouve bien que je ne peux pas être... Et comme c'est évident que pour être responsable de quelque chose, il faut que je sois la source de cette action, j'en suis pas responsable. Alors bien sûr, hein, on pourrait aussi dire que on pourrait réinterpréter aussi ces expériences en disant, en fait, ça montre juste que les potentiels préparatoires causent la volonté consciente qui cause l'action. Hein. On pourrait avoir un truc comme ça, mais ça, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à accepter parce que pour lui, c'est vraiment deux séries parallèles. Il y a la série des étapes psychologiques et il y a la série neurologique. Et donc, mon argument, c'est que Libet, c'est quelqu'un dont l'argument repose sur une forme de dualisme. Hein. Il y a d'un côté le psychologie et de l'autre le cerveau. Et du coup, si c'est le cerveau qui cause quelque chose, ça ne peut pas être les états psychologiques, ça ne peut pas être le moi. Vous voyez ? Alors là, on va me dire, oui, vous êtes un peu cruel, parce que Libet, c'est quand même un neuroscientifique. Il n'est quand même pas dualiste. Mais en fait, il est super dualiste. Et ça, c'est terrible, parce que les expériences de Libet ont été reprises vraiment par des gens qui, eux, sont hyper matérialistes et limitivistes sur l'esprit. Mais Libet, il est dualiste à 100%, en fait. Libet, il a écrit un livre où il y a une théorie sur comment l'esprit agit sur les neurones pour les influencer. Hein, il a même proposé des expériences sur comment tester l'interaction entre l'esprit et la matière. Hein. Oui. Vous allez les expliquer ou pas? Parce que j'ai rien compris. Ah non, non, je ne sais pas trop non plus. Non. Oui, il y avait une question? Il y a un passage intéressant, c'est dommage qu'il ne le développe pas plus. Dans le cours précédemment, on avait dit qu'il ne peut pas y avoir des éléments déterminés et non déterminés qui interagiraient. Et puis, à la page 56, il parle de niveau, et j'ai l'impression que ça rejoint un peu des questions ontologiques, méréologiques. Est-ce que le tout est seulement ou plus que la somme des parties? Et quand il dit in one, it is held that the violations are not detectable because the actions of the mind may be at a level below that of the uncertainty allowed by quantum mechanics. On a l'impression qu'il y a un déterminisme au niveau physique, physiologique, neuronal, et puis qu'il y a effectivement apparemment quelque chose comme un esprit qui se traduirait par le veto, qui a quand même une influence possible sur un premier socle déterministe. Alors, dans la phrase que vous avez citée, en fait, ce qu'il essaye de dire, c'est de dire que on pourrait théoriquement, si l'esprit arrive à influencer sur la matière, on pourrait le mesurer, mais que peut-être que la raison pour laquelle on ne peut pas le mesurer, c'est que la marge de manœuvre de l'esprit, la façon dont elle peut interférer avec les processus déterministes, est encore plus petite que l'incertitude quantique. Donc on ne pourrait pas la distinguer de l'incertitude quantique. Donc cette phrase-là veut vraiment dire que c'est pas sûr qu'on arrive à le mesurer, parce qu'on n'arriverait pas à distinguer l'effet de l'esprit sur les processus déterminisme de l'incertitude quantique de base, en fait. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. C'est ça, c'est-à-dire que l'incertitude quantique introduit un level, un niveau de hasard fondamental, et ça se trouve, l'action de l'esprit est trop petite pour être distinguée de façon notable de ce level de hasard de base, en fait. Donc ça, c'est dans cette phrase-là, c'est juste ça qu'il veut dire. Mais effectivement, il a cette théorie selon laquelle le monde n'est pas déterministe, parce que même si la matière est plus ou moins déterministe, il faut quand même prendre en compte la physique quantique, il y a une possibilité pour l'esprit d'agir sur la matière. Et bon, ça, c'est une partie de l'œuvre de Libet qui est très oubliée et que personne ne discute. Ce qui est marrant, c'est que par exemple, son livre sur la question est traduit en français, a été traduit en français et publié par des gens qui sont clairement dans les pseudosciences et dans les tentatives de conciliation religion-science, etc. Donc d'un côté, Libet est utilisé par des gens très très différents selon les parties de son œuvre. Et donc vraiment, je pense que l'argument de Libet, il est vraiment là-dessus. C'est l'idée que pour être libre, il faut que ce soit moi. Et moi, je ne peux pas être le cerveau. Moi, je suis la conscience. Donc si l'action est déterminée par le cerveau, elle n'est pas déterminée par moi. La seule façon de réintroduire la liberté, c'est de penser que je peux, moi, interrompre l'action du cerveau par un acte de veto, en fait. Vous voyez, en gros, il y a vraiment deux chaînes parallèles, d'une certaine façon. C'est assez bizarre.
Alors maintenant, on pourrait dire, oui, bon, ça c'est Libet, il est un peu spécial quand on connaît son truc, mais est-ce que vraiment on peut considérer que les neuroscientifiques et tous les gens qui sont convaincus par les expériences de Libet sont, eux, dualistes? Alors, clairement, ils ne sont pas dualistes si vous lisez leurs livres, mais on peut utiliser la littérature psychologique que ces gens utilisent d'ailleurs, donc je vais juste leur retourner contre eux, qui suppose que nous sommes tous plus ou moins dualistes, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes tous plus ou moins dualistes? Alors, ça ne veut pas dire qu'on a tous des opinions métaphysiques dualistes. En fait, la plupart des gens n'ont même pas des opinions métaphysiques dualistes, ce n'est pas la question, malgré ce qu'on pourrait croire. Mais il y a cette idée que les systèmes cérébraux, les systèmes cognitifs, les facultés cognitives qu'on utilise pour comprendre la matière et pour comprendre l'esprit sont différentes. Je ne sais pas si vous avez... Par exemple, vous avez déjà entendu parler de la théorie de l'esprit, ou il y a des gens qui n'ont pas entendu parler, il faut que je résume un petit peu ce que c'est la théorie de l'esprit. Donc l'idée, c'est que nous sommes des êtres sociaux et que nous avons une capacité cognitive, une faculté qui est spécifique à comprendre, à comprendre le monde en termes d'états mentaux, hein, à interpréter les comportements en termes de désirs, d'intentions, de croyances, etc. Et que c'est ce point de vue-là que nous prenons sur les agents pour comprendre comment fonctionnent les agents. Nous considérons qu'ils ont des désirs, des buts, et donc on va prédire leurs actions en termes d'intentions, de buts, de croyances, etc. À l'inverse, on a des systèmes cognitifs qui sont dédiés à la compréhension du monde physique. Hein, l'idée que quand il y a un contact, ça va bouger, etc. etc. Et une idée qui est assez répandue en psychologie, c'est que quand on analyse le comportement d'un corps ou d'une personne, on peut utiliser un de ces points de vue ou l'autre, mais c'est très dur de superposer les deux, en fait. Hein. C'est-à-dire que soit j'étudie quelqu'un comme si c'était un agent, et donc je lui attribue des désirs, des croyances, des choses comme ça, soit je le traite comme si c'était un objet physique. Hein, donc je me dis que voilà, il y a des forces qui s'appliquent sur lui, etc. Et que c'est très dur de traiter la même chose des deux points de vue. Hein. Et que donc, quand je parle d'un être qui a des croyances, des désirs et des choses comme ça, je m'attends à trouver un agent psychologique. Et donc j'ai du mal à attribuer ça à un cerveau. Du coup, on a toujours du mal à considérer que le cerveau peut être la même chose qu'un état mental. C'est très dur de superposer les deux, et c'est ce qui rendrait l'expérience de Libet attractive. C'est-à-dire qu'à partir du moment... En fait, ce qui compte dans Libet, c'est aussi la dimension neurologique. C'est qu'on vous dit, voilà, c'est un truc dans le cerveau qui cause l'action. Donc si c'est dans le cerveau, c'est pas psychologique, c'est pas une action libre, c'est pas un désir, une raison, une intention. Et c'est peut-être pour ça que vraiment les expériences de Libet ont un certain appel, parce qu'elles semblent nous dire que finalement, ce n'est pas nous qui sommes en contrôle, hein, que c'est le cerveau qui agit à notre insu, puis nous sommes juste une petite personne qui regarde le cerveau agir, et éventuellement, on peut faire quelque chose. Mais du coup, en fait, ce n'est pas forcément une très bonne intuition. Hein. Il faudrait juste se dire que peut-être qu'effectivement, ces états cérébraux, ce sont aussi des états mentaux. On pourrait dire, par exemple, même si on accepte que ce truc inconscient et que c'est ce truc inconscient qui cause l'action, on pourrait se dire, oui, mais c'est peut-être une intention à moi qui est inconsciente. Pourquoi ce serait forcément un problème? Et alors du coup, je vais passer à une version plus développée des théories libétiennes. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on continue? En passant aux théories de Wegener, qui sont un peu quelque chose... Libet, il a juste fait 2-3 expériences, puis il a des théories un peu bizarres, mais Wegener a vraiment écrit une œuvre assez colossale sur le sujet. Et c'est vraiment lui qui propose un peu le cadre de pensée que beaucoup ont repris. Oui. Et juste encore une chose, j'ai l'impression que du coup pour le scientifique contemporain type, il est matérialiste, éliminativiste total, et que j'ai l'impression que au-delà d'une intuition commune, partagée, qui pourrait être erronée, on est peut-être quand même beaucoup à pas avoir envie de dire qu'on est que notre cerveau, et de dire qu'on a quelque chose comme une conscience. Ça implique pas forcément un truc hyper occulte comme un esprit qui nous survivrait après la mort de notre corps physique. Ouais. Mais pour la conscience, oui, la littérature sur la conscience arrive beaucoup plus à être consciente, mais dès que ça parle de libre arbitre, ça part sur des trucs très très bizarres. Mais je pense que c'est parce qu'il y a vraiment cette idée que le libre arbitre, ça doit être quelque chose de très complexe. Je pense que c'est aussi
le débat, il est aussi un peu... bon, on va voir un peu quand on parlera de Wegener. Le débat, il est un peu aussi vicié parce que quand tu lis ce que ces types écrivent sur ce que doit être le libre arbitre, ça part tout de suite de définitions vraiment... par exemple, là, je ne vais pas trop en parler dans Wegener parce que ce n'est pas là-dessus que je m'appuie, mais il y a des passages où il écrit clairement que la conception commune et philosophique du libre arbitre, c'est l'idée que la conscience cause les trucs sans être causée du tout par quoi que ce soit d'autre qui précède. Alors quand tu démarres là-dessus, tu te dis, ouais, bon, si les dés sont posés comme ça, si c'est posé comme ça, c'est sûr qu'on va vite arriver à des problèmes, quoi. Alors je vais parler un peu de Wegener, ça donnera des exemples. Alors je suis pas allé... Vraiment, mon problème avec Wegener, c'est que j'adore ce livre, je déteste ce livre. En gros, Wegener a fait beaucoup de travaux sur la conscience de l'action. Dans ce livre, il explique plein de trucs. Il explique des trucs sur l'hypnose, les tables tournantes, différents symptômes psychologiques. Il y a vraiment plein de trucs fascinants, mais il faut juste pas lire le premier et le dernier chapitre du livre, quoi. Parce que le premier et le dernier chapitre du livre, c'est là où il introduit la question philosophique, puis il la résout. Et en fait, c'est encore pire que Libet, parce que là, je les ai relus hier et ce matin, c'est que tu n'arrives pas à suivre l'argument, tellement il y a plein de trucs qui se croisent. Mais je vais essayer de vous donner une petite idée. Et surtout, la terminologie est horrible, quoi. D'un coup, à un moment, la conscience, c'est un pouvoir, puis c'est une décision. Non, la will, c'est un pouvoir, c'est une décision, mais les 3/4 du temps, c'est une émotion. Alors du coup, là, je vais y revenir. Ouais, c'est assez terrible, mais je vais y revenir. Mais c'est quand même un ouvrage très influent, et bizarrement, je vous conseillerais de le lire, si vous êtes intéressé dans ces questions, parce qu'il y a vraiment plein de choses, genre sur l'hypnose. Alors, ça ne doit plus être... up-to-date, ça doit dater de 2000, mais à l'époque, c'était pas mal. Vraiment sur la recherche sur l'hypnose, sur les actes réflexes et tout ça, il y avait vraiment vachement de trucs super intéressants. Alors, la thèse de Wegener, il la résume lui-même de la façon suivante. Il semble en général que nous désirons consciemment nos actions volontaires, mais c'est une illusion. Voilà, donc ça c'est la thèse du bouquin. Donc je vais y revenir. Et vraiment, le bouquin, il commence, pour vous donner un peu une idée, mais ça va vous situer tout de suite, par ce poème, où il y a une feuille qui est fixée à un arbre, et elle tombe, et là elle se dit, j'ai envie de tomber. Puis après, il y a le vent qui la pousse à gauche, elle dit, j'avais envie d'aller à gauche. Puis à droite, puis elle se dit, j'ai envie d'aller à droite. Puis bon, ça continue comme ça, quoi. Donc en gros, à chaque fois, elle a l'impression de faire ce qu'elle veut, mais c'est jamais elle qui décide ce qu'elle veut. Donc c'est à peu près l'idée que se fait Wegener de l'action humaine. Je pense que ça donne assez bien le cadre. Alors, du coup, le thème du bouquin, c'est The Conscious Will, le truc mystérieux qu'il y avait déjà un peu chez Libet, ce thème Conscious Will. Et vraiment, dans cette littérature, il y a l'idée que si le free will existe, c'est que le conscious will est efficace. Alors, qu'est-ce que c'est conscious will ? Eh ben, il utilise au moins en deux sens. Donc moi, je pense qu'il l'utilise en 3 sens, mais lui, il dit, voilà, il y a 2 sens de conscious will. Alors je vais commencer par le truc de la fin, c'est le plus simple, c'est une sorte de pouvoir ou de force qui nous permet d'initier des actions. C'est ça, la volonté, c'est cette faculté qui nous permet d'initier des actions. Donc là, c'est la volonté consciente, donc on peut supposer que c'est la capacité d'initier consciemment des actions, on va dire. Et il y a l'autre sens où il dit, voilà, la conscious will, c'est le sentiment qu'on a quand c'est le sentiment qu'on a qu'une action est vraiment la nôtre, que c'est nous qui l'avons faite, que c'est notre action. Donc il y a un sens où c'est juste un sentiment, le sentiment que l'action est volontaire, que c'est notre action, vous voyez ? Bon, déjà, c'est un peu bizarre, parce que du coup, c'est pas une faculté, c'est un sentiment. Et on va voir, c'est vraiment horrible pour ce genre de trucs-là. Mais il y a des trucs super intéressants. Du coup, la plupart du bouquin va se concentrer sur la conscious will au second sens, au sens de l'expérience, le sentiment d'agir librement, le sentiment que l'action est la nôtre. C'est vraiment ça le sujet d'étude du livre. Et donc ce sentiment, Wegener propose dès l'introduction un argument qu'il va développer dans le livre, ce qu'il appelle l'argument de la double dissociation. C'est-à-dire que le sentiment d'être la source d'une action, le sentiment que c'est nous qui avons fait quelque chose, il n'est pas toujours vrai et il peut errer dans les 2 sens. Donc il y a ce tableau où on a les cas où on fait une action, les cas où on ne fait pas une action, les cas où on a le sentiment de faire une action, les cas où on a le sentiment de ne pas faire une action. Il dit voilà, il y a les cas normaux, je fais une action, j'ai le sentiment de la faire, c'est une action volontaire normale. Je ne fais rien et j'ai pas le sentiment de faire quelque chose, c'est les cas normaux d'inaction.
Et puis il y a deux cas, il y a les cas d'automatisme, c'est les cas où je fais quelque chose, mais je n'ai pas le sentiment de le faire. Et il y a les cas où je ne fais rien, mais j'ai le sentiment de faire quelque chose, ce sont les illusions de contrôle. Et il donne des exemples. Alors dans les cas d'exemple, là il a vraiment beaucoup d'exemples, c'est les cas d'action où nous n'avons pas le sentiment d'avoir fait quelque chose, mais nous faisons quand même quelque chose. Alors là, ça va être très controversé parce que selon le sens qu'on donne au mot faire, vous allez être d'accord ou pas d'accord. Alors les actions qu'il prend, il y en a qui sont assez simples, il y a les actes somnambules, il dit voilà, ça c'est des actions, on n'a pas le sentiment de les faire parce qu'on est somnambule, mais c'est nous qui les faisons. Alors là, déjà... Alors là, en fait, ça paraît hyper bizarre, mais rappelez-vous qu'une action qu'on fait, c'est comme une action endogène. Et effectivement, l'action d'un somnambule, ce n'est pas un acte réflexe à un stimuli, c'est des actions qui viennent de lui. Mais vous voyez qu'effectivement, c'est un peu embêtant. Alors, il y a les actes accomplis sous hypnose, et il y a le syndrome de la main anarchique. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le syndrome de la main anarchique. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ouais. Alors, syndrome de la main anarchique, c'est un truc assez intéressant du point de vue neuropsychologique. C'est votre main qui bouge tout seul, mais pas de façon réflexe. En fait, elle accomplit vraiment des actions. C'est-à-dire que dès qu'elle voit un objet sur lequel elle pourrait faire une action, elle le fait. Par exemple, le type qui a ce syndrome, s'il est devant une poignée de porte, il va ouvrir la porte. Devant un robinet, il va ouvrir un robinet. Voilà, tout ce qui demande une action avec la main, et puis c'est une action guidée en fait, voilà, c'est pas des mouvements au hasard, mais c'est pas du tout des mouvements initiés par la personne, au moins phénoménologiquement. L'explication pour le syndrome de la main anarchique, il est assez simple dans le cadre qu'on a maintenant de la compréhension de l'action, c'est que dans la compréhension qu'on a de l'action maintenant, c'est que notre cerveau est toujours en train de préprogrammer des actions à l'avance. En fait, il n'attend pas que vous ayez pris des décisions, quand il y a des actions évidentes, il est en train de les planifier. Donc par exemple, s'il y a un verre, il a en réserve l'action qui permettrait de prendre le verre, etc. Donc il n'y a pas toutes les actions qui sont programmées, mais celles qui pourraient être utiles, de telle sorte que dans ces cas-là, déclencher une action, en fait, c'est juste permettre à un plan déjà élaboré de s'exécuter. Je pense que vous pouvez voir le rapport entre l'idée qu'il y a une action préparatoire et qu'en fait, finalement, l'intention consiste à laisser la place à l'action préparatoire, c'est assez raccord. Et donc, l'idée du syndrome de la main anarchique, c'est que c'est un cas où l'inhibition de ces plans n'est plus assurée. De telle sorte que dès qu'il y a un objet qui offre des possibilités d'action assez évidentes pour qu'un plan soit automatiquement formé, ce plan va s'exécuter sans qu'une intention le donne, en fait. Donc, c'est vraiment pas un acte réflexe, ça peut vraiment être des actions un peu sophistiquées. Si, pour autant que vous soyez doué de vos mains dans la vie de tous les jours, vous pouvez faire des trucs assez intéressants. Mais du coup, là, Wegener dit, voilà, c'est encore un cas où on a une action qui n'est pas une action réflexe, c'est une action endogène, mais on n'a pas le sentiment d'agir. Mais les exemples les plus célèbres pour lesquels Wegener est beaucoup cité, ce sont les exemples des tables tournantes et des plantes de Ouija, sur lesquelles il passe de nombreuses pages passionnantes. Donc, par exemple, il dit, voilà, un cas historique célèbre, ce sont les cas des tables tournantes. Alors, pourquoi les cas des tables tournantes ? Parce que, à l'époque où c'était la mode des tables tournantes, fin 19e, etc., un physicien nommé Faraday s'est dit que peut-être, en fait, c'est les gens qui font tourner les tables, mais sans s'en rendre compte, en fait. Donc, il a installé des appareils de mesure de mouvement et de pression sur les mains et sur les tables, et il a vu qu'effectivement, les gens font plein de petits mouvements inconscients, parce qu'ils se préparent, en fait, ils se préparent intellectuellement à ce que la table tourne, donc ils sont déjà en train de faire ça, et donc on peut regarder qu'en fait, ils sont en train de faire des micro-mouvements, mais sans s'en rendre compte. Donc si vous mettez plusieurs personnes qui font des micro-mouvements autour d'une table comme ça, la table va finir par bouger, en fait. Donc ce que dit Wegener, c'est qu'une façon de s'en rendre compte, c'est que si vous mettez une sorte de poudre qui permet de mesurer le mouvement des mains sur la table, des tables tournantes, normalement, si la table tournait par elle-même, vous devriez voir une traînée où il y a vos doigts qui raclent comme ça, mais en fait, vous avez plus des traînées comme si les gens faisaient un peu pousser discrètement les tables, etc. Donc ils disent, voilà, encore un cas, c'est un cas où ce sont les gens qui font tourner la table, mais ils n'en ont pas conscience. Et l'autre exemple que prend beaucoup Wegener, ce sont donc les planches de Ouija. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une planche de Ouija. C'est un jeu de société qui a été créé à la fin du 19e siècle, puis c'est devenu la base d'une pratique occulte, comme quoi finalement il n'y a pas de mauvais marketing. Et l'idée de Wegener, c'est qu'il y a pas mal d'études qui suggèrent que oui, c'est les gens qui font bouger. On met plusieurs personnes pour faire bouger la flèche qui va montrer la lettre sur la table de Ouija. Et personne n'a conscience de faire bouger le truc, mais c'est les personnes qui la font bouger quand même, quoi.
Et bon, un autre cas que reprend Wegener, il dit voilà, bon, les trucs de Ouija, c'est assez rigolo, mais à une époque, il y a eu une mode aussi pour les gens qui n'étaient pas capables de parler, les gens qui avaient des handicaps, qui n'étaient pas capables de s'exprimer. Il y avait des personnes qui essayaient de leur permettre, de s'exprimer, justement en prenant leurs mains, puis en se laissant guider par la personne sur telle ou telle lettre sur une planche, puis ils pouvaient dire ce que la personne pensait, même si elle était incapable de parler ou de communiquer. Et donc ces personnes-là étaient persuadées d'être des thérapeutes qui aidaient les personnes à s'exprimer, mais beaucoup d'études par la suite ont montré que bizarrement, quand les gens s'exprimaient, quand les personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer à travers cette pratique, elles s'exprimaient que des trucs que croyaient déjà les personnes qui les aidaient à s'exprimer. Que donc finalement c'était... Mais l'idée c'est pas que ces personnes mentaient, parce qu'elles étaient persuadées de réussir, de se laisser guider par la personne et de l'aider à s'exprimer. Mais du coup en fait c'était elles qui parlaient, mais sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est les cas où on fait des choses et on ne s'en rend pas compte selon Wegener. Et donc Wegener dit, oui, on a d'autres cas. On a des cas où, en fait, on croit faire des choses, mais ce n'est pas nous qui les faisons. Alors lui, il donne un petit exemple. Il dit, voilà, un jour, j'ai accepté de jouer aux jeux vidéo avec mes enfants. J'étais de bonne humeur ce jour-là. Puis je commence à faire bouger le bonhomme sur l'écran. Je me dis, attends, je me débrouille vachement bien. Puis là, il y a Press Start ou Begin the Game qui s'affiche à l'écran. Et là, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas moi. Mais j'étais persuadé que c'était moi. Hein, vous voyez et donc voilà, comme tout bon chercheur, il s'est dit, on pourrait faire des expériences sur ce principe, des expériences de psycho. Et donc il a tout un tas d'expériences de psycho où il essaye de convaincre les gens qui font quelque chose, alors que ce n'est pas du tout eux qui le font. Et par exemple, il y a des études comme ça où il y a deux personnes devant un écran donc c'est un écran sur lequel il y a plein d'objets différents, et les personnes doivent faire tourner la souris sur différents objets, et ils doivent s'arrêter quand ils ressentent le besoin de s'arrêter, quand ils ont envie de s'arrêter, hein, un peu Libet style si vous voulez. Et en même temps, ils ont des écouteurs dans les oreilles qui leur disent certains noms d'objets en fait. Et de temps en temps, la souris s'arrête et en fait, c'est pas du tout le participant qui l'a arrêté, hein, c'est juste l'ordi qui l'a arrêté. Mais quand elle s'arrête sur un objet, alors que le nom de l'objet a été prononcé quelques millisecondes auparavant, la personne a plus de chances de penser que c'est elle qui a pris la décision de l'arrêter. Hein, si on lui dit voilà, fromage, puis que la souris s'arrête sur le fromage, elle a l'impression que c'est elle qui a décidé d'arrêter sur le fromage. Enfin, des choses comme ça. Donc en fait, Wegener ah oui, alors ça, mais j'en ai déjà parlé dans un autre cours. Ça, c'est une autre expérience peut-être plus impressionnante. C'est les cas où on fait bouger par stimulation magnétique transcrânienne les doigts d'une personne gauche-droite, et même quand le doigt est activé par stimulation, la personne pense quand même que c'est elle qui a choisi. Enfin, les gens n'arrivent pas toujours à distinguer quand est-ce que c'est eux qui décident d'appuyer à gauche ou à droite, ou quand est-ce que ça a été déclenché par stimulation magnétique transcrânienne. Mais je crois que j'en ai déjà décrite. Donc c'est un peu la même idée, hein. Les gens pensent que c'est eux qui ont décidé d'appuyer sur tel bouton, mais finalement, ce n'était pas du tout une décision. Donc voilà, donc Wegener a fait pas mal de travaux assez intéressants où il essaye d'expliquer justement comment naît ce sentiment d'être l'auteur d'une action, quels sont les prédicteurs psychologiques du fait d'avoir le sentiment d'être l'auteur d'une action. Et il a une approche qu'il appelle Humienne, parce qu'effectivement, ça correspond un peu à certaines choses qu'aurait prédit Hume, c'est que on a le sentiment de prédire, on a le sentiment d'être l'auteur d'une action quand il y a une conjonction temporelle entre ce qu'on a fait et le résultat. Il faut quand il y a une ressemblance entre l'état mental dans lequel on était et celui où ça s'arrête. Par exemple, là, on a entendu le nom de l'objet, puis ça s'arrête sur l'objet, donc il doit y avoir quelque chose. Et l'absence d'autre cause possible. Donc, par exemple, priorité temporelle, c'est l'idée que, si quand quelqu'un appuie sur un bouton, vous faites exprès de faire tomber un truc et ça fait un gros bruit, il peut avoir une pause de 5 secondes en se disant « Merde, qu'est-ce que j'ai fait » quoi. Vous savez, il y a ça dans la littérature philosophique, c'est des exemples où j'allume la lumière, puis j'entends un grand bruit, et du coup, je me dis c'est moi qui ai dû causer ça. L'idée, c'est que plus vous mettez d'écart temporel entre les deux, plus cette impression disparaît. Si le feedback que vous avez entre ce que vous faites et ce qui se produit est espacé dans le temps, vous avez moins l'impression que c'était clairement vous, quoi. Si vous appuyez sur le bouton et que 10 secondes après, il y a un bruit, c'est moins frappant que ces cas-là. Donc voilà, donc Wegener a toute une théorie où il essaye d'expliquer comment naît le sentiment qu'on est l'auteur d'une action, et il en conclut la chose suivante, c'est que le sentiment d'agir consciemment n'est pas toujours fiable. Et jusque-là, on peut le suivre.
Et voilà, effectivement. Des fois, on a le sentiment d'agir alors qu'on n'a pas agi. Des fois, on a le sentiment d'avoir rien fait alors que c'est nous qui avons fait quelque chose. Et donc, on peut se tromper l'un dans un sens comme dans l'autre. Et du coup, il en déduit que la volonté consciente est une illusion. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? On part du principe que, si on prend volonté conscience dans le sens du sentiment, si on pense qu'il parle du sentiment quand il parle de volonté consciente, il ne veut pas dire que le sentiment est une illusion dans le sens où le sentiment n'existe pas. Le sentiment existe, hein, il l'étudie d'ailleurs, c'est un peu son objet de travail, et il pense que ça joue un rôle dans l'économie psychologique de l'individu. Hein, ça lui permet d'enregistrer que cette action, c'est lui qui doit en être responsable, qui doit, par exemple, avoir honte si elle était mauvaise, etc. etc. Mais il veut dire que le sentiment est une illusion au sens où il ne dit pas la vérité, hein, parce que dans le sens où on a le sentiment d'agir consciemment, mais en fait, on n'agit jamais consciemment. Hein, c'est de là que vient l'illusion. C'est qu'on a tous ces mécanismes psychologiques qui nous donnent le sentiment d'agir consciemment, mais en fait, c'est jamais vrai qu'on agit consciemment. La conscience, c'est juste ce sentiment d'agir consciemment. Mais tout le reste, c'est des choses, des causes inconscientes. Et vous voyez que, du coup, ça ne découle pas directement de ces expériences. Hein, je pense que c'est assez flagrant. Ce qu'il arrive à montrer, c'est qu'effectivement, on a un mécanisme psychologique qui nous permet d'avoir le sentiment d'agir consciemment, et que ce mécanisme peut être trompé. Mais lui, sa thèse, c'est qu'il se trompe, de toute façon, c'est que c'est une illusion fondamentale. En fait, jamais on agit consciemment. Hein, c'est toujours... Donc, le modèle que lui défend, c'est la chose suivante, c'est que l'action humaine, elle fonctionne comme ça. Il y a des causes inconscientes de l'action qui vont causer l'action. Celles-ci sont reliées à d'autres causes inconscientes qui, elles, vont causer des pensées conscientes. Hein. Et du coup, vous voyez, il n'y a pas de lien causal entre la pensée consciente et l'action. Il y a juste ces trucs-là qui causent l'action d'un côté et la pensée consciente de l'autre. Mais nous avons une expérience de conscience parce que nous observons une ressemblance entre nos pensées conscientes et l'action. Donc l'idée, c'est, voilà, imaginons que je rêve que quelqu'un est... J'entretiens un petit fantasme dans lequel je rêve qu'une certaine personne meurt dans un accident de voiture. Et j'apprends que la personne est morte au même instant dans un accident de voiture, je vais avoir le sentiment que je dois y être pour quelque chose, et je vais me sentir coupable. Pourquoi? Parce que j'avais une pensée consciente qui ressemblait à l'action, et mon esprit fait lien et produit le sentiment de l'action consciente. Et bien sûr, il n'y avait aucun lien entre... alors, c'est pas moi qui avais trafiqué la voiture, hein, c'était vraiment juste un fantasme. Donc, il n'y avait aucun lien entre mon fantasme de mort et la mort réelle de ces personnes, mais j'ai quand même ce sentiment. Et bien, en fait, c'est comme ça tout le temps. C'est le mode de vie normal, selon Wegener. Jamais, en fait, les pensées conscientes ne causent l'action. C'est toujours des pensées inconscientes qui font le lien entre les deux, mais il n'y a pas de lien causal direct entre la conscience et l'action. Vous voyez qu'on est parti d'assez loin, on est parti sur des thèses assez raisonnables sur le sentiment d'être conscient, puis on arrive à des conclusions sur l'efficacité causale de la conscience. Et il y a vraiment un peu ce glissement où d'un côté il montre que oui, puisque l'expérience de la conscience peut être détachée du fait de faire quelque chose, alors ça veut dire que la conscience n'est pas la source causale de ce qu'on fait. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes intermédiaires qui sont franchies dans ce raisonnement, et qui ne sont pas toujours très justifiées. Et en fait, la façon dont il va les justifier, c'est en partie en faisant recours aux expériences de Libet. Donc on est revenu un peu à la case départ. Alors quel est l'argument de Wegener? Il est aussi très cryptique en fait, mais vraiment encore plus que Libet. Quand vous lisez Wegener, ça part dans tous les sens. Donc Meillet, lui, le reconstitue de la façon suivante. Certaines actions humaines ne sont pas causées ni par des inconscients, ni par des intentions conscientes, ni par les corrélats neuronaux de ces intentions. Toutes les actions humaines sont causées de cette façon, donc il n'existe aucune action humaine qui est causée par des intentions conscientes ou par les corrélats neuronaux de ces intentions conscientes, et les personnes ne sont pas libres si elles n'agissent pas sur la base d'intentions conscientes, ou au moins sur la base des corrélats neuronaux de ces intentions conscientes, donc les personnes n'ont pas de libre arbitre. Donc on revient toujours à cette idée que la conscience doit jouer un rôle fondamental, que finalement si on arrive à montrer que la conscience ne joue aucun rôle, alors le libre arbitre n'existe pas. Alors bon, vous voyez, je ne vais pas aller dans tous les problèmes qu'il y a. Hein. Les problèmes, c'est qu'il y a plein de sauts inférentiels qui sont faits. Je veux dire, il y a vraiment... Les travaux de Libet sont super intéressants, mais ils ne justifient pas du tout cette vision du monde selon laquelle, finalement,
la conscience est toujours une illusion, enfin, est toujours quelque chose qui ne joue aucun rôle causal, quoi. C'est sa proposition, mais disons que, autant que je sache, ça ne fait pas spécialement consensus. Alors mais je pense qu'encore une fois, l'argument est encore plus basique que celui que Meillet reconstruit, parce que, en gros, dans le dernier chapitre, Wegener dit qu'en fait, il veut faire une synthèse entre deux camps un peu idiots, mais lui, il est plus malin. D'un côté, il y a les mauvais scientifiques, donc je n'ai pas mis d'image pour les mauvais scientifiques, il met juste une image de Einstein qui tire la langue. Donc l'image fait partie du bouquin, hein, vraiment. Il y a les mauvais scientifiques, c'est ceux qui disent « Ah ben j'ai le sentiment d'être libre, donc je suis libre ». Voilà, ça c'est les mauvais scientifiques. Et qu'est-ce qu'il y a contre les mauvais scientifiques? Ben, il y a les méchants robo-geeks. C'est fait partie peut-être du clan des robo-geeks. Alors les robo-geeks, c'est ceux qui sont tout contents et qui assument le fait qu'ils sont des robots et des automates et qu'il n'y a pas de liberté. Du coup, ce que dit Wegener, c'est que non, lui, il a une synthèse entre les deux, c'est que, bon, bah, effectivement, on est des automates, on est des robots, on n'a pas de liberté, mais on a ce sentiment d'agir de façon libre qui joue un rôle important ensuite dans notre vie mentale. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une conciliation possible. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est la façon dont il décrit les robots geeks, c'est-à-dire cette alternative, c'est que d'un côté, soit on croit qu'on a du libre arbitre, soit on croit que finalement, toutes les causes sont inconscientes, qu'il n'y a pas de cause psychologique réelle, qu'il n'y a pas de cause consciente. Hein. Donc c'est vraiment ça l'alternative pour lui. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de liberté? Mais parce que toutes les causes sont inconscientes, parce qu'il n'y a pas de cause psychologique consciente. C'est pas nous qui agissons, nous sommes agis comme des robots. Donc encore une fois, ce qui semble être le sous-jacent à l'argument, c'est qu'en fait finalement, si les causes sont inconscientes, ce n'est pas nous qui agissons. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas libres. Et en fait, ça se montre assez bien dans une remarque que fait Wegener, qui est que, je vous ai montré ce tableau tout à l'heure où il dit, voilà, il y a des choses qu'on fait, et puis il y a des choses qu'on ne fait pas. Et puis Wegener a quand même une petite note où il dit, bon, si on devait parler de façon sérieuse, en fait, ces choses-là, on ne les fait pas vraiment. Hein. En vrai, ce n'est pas des choses qu'on fait. Hein, parce que de toute façon, en vrai, on ne fait jamais rien, parce que tout est la source d'actions inconscientes. Donc là encore, le problème, c'est toujours cette idée que si je n'agis pas consciemment, alors j'ai montré que ce n'est pas moi qui agis, c'est moi qui suis agi par des forces étranges. Et vous voyez que, bon, bah, encore une fois, l'argument est quand même super discutable. Ça vraiment suppose des choses qui ont l'air très fondamentales sur qu'est-ce que c'est qu'être moi, en fait, quand est-ce que c'est moi qui agis, etc. Et ça suppose encore une fois qu'il y a d'un côté moi et de l'autre côté tous ces processus inconscients qui sont comme des syndromes de Tourette et qui agissent sur moi. Mais en fait, ce n'est pas si simple. Il y a plein de choses qui sont inconscientes et que je pourrais considérer comme étant moi, en fait. D'ailleurs, on pourrait trouver des littératures dans lesquelles, finalement, quand on agit sur la base de nos désirs inconscients, on est plus libre que quand on agit sur nos désirs conscients. Alors, je ne sais pas si vous allez dans une certaine forme de psychanalyse, hein, l'idée c'est que ce qui est conscient, c'est un peu les devoirs établis par la société, puis ce qu'il y a en moi inconsciemment, c'est mes vrais désirs. Alors la psychanalyse traditionnelle ne recommande pas généralement de laisser cours à ces désirs, hein, c'est pas trop son but, mais on peut trouver des interprétations ou des écoles dans lesquelles cet accent est mis là-dessus. Et donc toute la question en fait dans ces arguments scientifiques, c'est vraiment cette question-là, c'est quoi moi? Quand est-ce que c'est moi qui agis? Oui. Justement, dans la psychanalyse, le moi, c'est un Ouais. intermédiaire entre les deux. C'est en fait le résultat des pulsions et du surmoi qui contrôle. Oui. Donc, est-ce qu'il est question de ça, une possibilité de médiation? C'est parce que vous êtes fan de la deuxième topique, vous. Mais moi, je suis un traditionnaliste. Non, mais oui, effectivement. Je pense que ces questions-là ne sont pas du tout abordées là-dedans. Mais je pense que c'est justement ce qui manque au débat. Qu'en fait, ce qui est sous-jacent à ces débats, c'est au-delà de la question de la conscience, c'est pourquoi est-ce que la conscience est importante? Parce qu'on considère que la conscience, c'est l'indicateur que c'est vraiment moi qui suis la source, quoi. Donc l'argument, en fait, il repose vraiment là-dessus. Ce serait l'idée que finalement, la science a montré que c'est pas moi qui agis. Mais vous voyez que c'est quand même très, très discutable comme interprétation. Oui? J'allais dire, si on le suit, Oui. l'étape logique, ça serait de dire il n'y a pas de moi. Ben, il y en a quand même un.
Il y en a un, mais il est un peu épiphénoménaliste. Il regarde ce qu'a fait le corps, et puis il a le sentiment d'être l'auteur de ces personnes, de ces actions-là, et les émotions qu'il ressent quand il prend conscience d'être l'auteur de ces actions-là, eh ben, ça a des effets sur ce qui suit ensuite, même si ces effets repassent par l'inconscient, etc. Enfin, oui, mais ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de moi agent du tout, alors que... Non. Mais alors que l'idée du moi, j'ai l'impression qu'on parle de moi parce qu'il y a une agentivité. Alors ouais, j'ai l'impression que leur truc, c'est qu'eux, ils indexent vraiment plus le moi sur la conscience. Donc pour lui, ça fait sens à partir du moment où il y a des phénomènes, des épiphénomènes conscients, que le moi soit cet épiphénomène, du coup. Parce que c'est la conscience, c'est vraiment la conscience, la marque du moi, vraiment, dans ces choses-là. Et je pense que c'est pas un hasard si cet argument, il fonctionne dans des cadres qui, même si là c'est un psychologue, sont très liés à des approches neuro, en fait, tu vois. Parce qu'il y a vraiment cette idée que le processus inconscient, c'est le neurone, c'est quelque chose autre, quoi. J'ai l'impression que si on proposait ce même genre d'argument, mais dans un cadre où l'inconscient n'a pas du tout de connotation neuronale, où c'est plus des désirs ou des choses comme ça, l'argument fonctionnerait beaucoup moins bien, en fait. Mais ouais. Donc voilà, je ne sais pas à quel point vous pensez que je travestis ces arguments, mais ce sont les arguments classiques scientifiques contre le débat sur le libre arbitre. Et effectivement, je ne suis pas spécialement convaincu, oui. Et est-ce qu'il y a quand même des choses au niveau moral, si on peut être tenu responsable ou pas, du coup? Parce qu'on a quand même ce sentiment-là. Alors, je ne sais pas, chez Libet, il y a le veto, donc on est responsable. Wegener finit son livre, ça remonte à loin, hein, c'était... Dernière fois que j'ai lu le bouquin en entier, c'était en 2013, au moment où il est mort. Alors, je ne suis pas responsable, mais c'est quand même une sacrée coïncidence, quoi. Je ne voudrais pas dire. Mais, je crois qu'il finit sur quelque chose, il faut que je vérifie, hein, mais je crois que la conclusion, c'est qu'effectivement, d'une certaine façon, la responsabilité est illusoire, mais c'est une illusion dont on ne peut pas se débarrasser, et c'est une illusion qui, de toute façon, a des effets positifs. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose comme ça, c'est un peu ça sa synthèse. Du coup, c'est bon. Techniquement parlant, c'est illusoire, mais tout va mieux si on y croit, et de toute façon, on ne pourrait ne pas y croire. Tous ces effets-là, tous ces effets qui n'existent pas sont positifs. Enfin, ouais, alors il discute un peu l'idée selon laquelle, il discute quand même un peu l'idée qui est très répandue maintenant, qui était moins à l'époque, selon laquelle ce serait bien si on arrêtait de croire à la responsabilité, parce qu'on serait moins sévère, on serait moins... alors c'est vraiment des discussions qui sont dans un cadre très, très États-Unis, hein, qu'on mettrait moins de gens en prison, qu'on serait peut-être un petit peu moins... on aurait peut-être un peu la main un peu plus légère, on ne dirait pas n'importe qui pour le plus petit truc, mais ça a pas l'air pour lui, ça n'a pas l'air d'être équivalent aux bénéfices qu'apporte quotidiennement le sentiment d'être responsable ou des choses comme ça. Donc dans l'ensemble, c'est un... Et puis de toute façon, on ne peut pas ne pas y croire, donc à quoi ça sert de discuter? Ça n'existe pas, mais le sentiment a des propriétés causales. Ouais. Okay. Ouais, c'est assez intéressant, oui. Donc le sentiment conscient a des propriétés causales. Voilà. Donc voilà, je vais arrêter ici.